Bonjour à tous et bienvenue dans Ailleurs dans le monde. Samedi 13 avril au soir, l'Iran a lancé depuis son territoire une attaque de drones contre Israël. Il s'agit de la première attaque directe jamais menée par la République islamique contre l'État hébreu. Téhéran avait tout récemment promis de punir Israël après une frappe meurtrière le 1er avril sur son consulat à Damas, qui lui impute, faisant craindre une explosion au Moyen-Orient. Les alliés de l'Iran ont également mené des attaques anti-israéliennes, mais selon Tsahal, l'attaque a été déjouée et 99% des tirs iraniens ont été interceptés, en collaboration avec les alliés stratégiques d'Israël. Alors, quelle sera la suite donnée à cet événement par les protagonistes? Doit-on craindre un embrasement au Moyen-Orient? Pour en parler, je reçois l'analyste politique Sylvain Guessant. Bonjour et bienvenue. Bonjour Fatim. Et la politiste Dénéo Désiré, bonjour et merci d'être présente. Bonjour Fatim, merci. Alors on va repartir un peu en arrière si vous voulez bien. On va s'intéresser aux relations bilatérales donc, entre l'Iran et Israël qui n'ont pas toujours été aussi tendues. Comment ont-elles évolué historiquement, Sylvain Guessant? Bon, la date phare c'est 1979 avec la révolution de l'Ayatollah Khomeini, mais avant ça avec la monarchie des Shahs, de la dynastie des Pahlavis. L'Iran était un allié stratégique des États-Unis. Et c'est à juste titre que l'Iran sera le deuxième État à reconnaître l'État d'Israël, juste après l'Égypte, juste à ce qu'il y ait des soulèvements populaires des années 78-79 qui aboutissent à la révolution de l'Ayatollah Khomeini, avec la prise d'otage de l'ambassade des États-Unis du 4 novembre 1979 au 21 janvier 2021. À partir de ce moment, l'Iran va définir son axe du mal. Essentiellement Israël et les États-Unis. Donc on ne peut jamais reconnaître Israël, l'occupation du territoire palestinien, etc. etc. Et c'est de là que part le conflit entre les deux États qui vont s'affronter dans différentes zones par États interposés, des frappes ciblées. On aura l'occasion d'en parler, le Hezbollah, les Houthis, les gardiens, oui. etc. etc. Ouais. Donc le point de rupture, c'est la révolution de l'Ayatollah Khomeini à partir de 1979. Alors finalement, on a le sentiment que ce sont les différentes autorités qui ont durci le ton. Ou est-ce la situation palestinienne qui est le fil conducteur de cette histoire compliquée? Après oui, il y a la question en fait palestinienne, étant donné que le régime en fait iranien soutient en fait la cause palestinienne. Il y a aussi comment dirais-je, les questions en fait du schisme en fait religieux. L'Iran ce sont les chiites. De l'autre côté en fait on a comment on va dire en fait les sunnites en fait avec l'Arabie Saoudite et la Jordanie qui dans l'actuel conflit là ont pris parti pour Israël. Donc il y a ces deux questions, la question de l'État palestinien et le schisme en fait religieux qui intervient. Mais qu'est-ce qui a précipité cette escalade des dernières semaines? Bon, on savait que ça allait arriver, hein. C'est la date qu'on ne maîtrisait pas. On sait que pour plusieurs analystes, pour plusieurs stratèges militaires, que ce soit le Hamas, que ce soit le Hezbollah, que ce soit les Houthis au Yémen, tous ces mouvements-là sont des prolongements des gardiens du corps de la révolution islamique en Iran. Dès lors que le Hamas frappe Israël fin octobre, tout le monde le Hamas ne pourrait pas lancer une telle opération sans avoir bénéficié du soutien de ses parrains, des gardiens du corps, la révolution iranienne. C'est une thèse qu'on a entendue régulièrement. Vous pensez que l'Iran a porté un appui, que ce soit logistique ou autre, à l'attaque du 7 octobre? Toujours est-il que le Hamas est dépendant de l'Iran. Oui. Donc le Hamas, en définissant son cahier des charges, tient compte du soutien qu'il pourrait avoir, soutien logistique, financier, et en termes de mécénat, tout ça. Donc si Israël est frappé, Israël se dit que le Hamas seul ne peut pas lancer une telle opération sans avoir bénéficié d'une préparation, d'un entraînement. Et donc les gardiens du corps de la révolution islamique de l'Iran sont directement ciblés. Donc dès lors que Israël pulvérise la Palestine, il fallait au moment ou l'autre s'attendre à ce que ça dégénère. Mais ce n'est pas ce qu'ils donnent comme prétexte. Ils nous disent, les Iraniens, que c'est aussi à cause de l'attaque contre l'ambassade en Syrie, à Damas. L'ambassade en fait à Damas, c'est en réplique parce qu'il y aurait 3 gardiens de la révolution qui auraient été tués en fait dans cette attaque de l'État en fait israélien. Donc c'est une riposte. Une riposte en fait avec de nombreux en fait missiles en fait drones en fait lancés depuis l'Iran contre Israël. Mais Israël nie, ou en tout cas Israël ne confirme pas être à l'origine de cette attaque. Israël qui on doit croire finalement? Israël et l'Iran se sont affrontés à plusieurs reprises. Israël par des frappes ciblées.
Israël est certain que les gardiens du corps, le corps constitué en Iran, apportent un soutien en termes d'entraînement, de logistique, etc. Donc dès lors qu'ils ciblent des personnes appartenant des citoyens de nationalité iranienne qui entraînent les éléments du Hamas, du Hezbollah, etc., quel que soit le pays où ils se trouvent, en tout cas dans cette partie du monde, Israël s'est toujours arrangé pour pouvoir par des frappes ciblées, les éliminer. Alors donc, si tel est que... Donc c'est probable qu'il soit à l'origine... Surtout que parmi les 13 se trouve un officier supérieur du gardien des corps de la révolution islamique. Donc c'est probable qu'Israël ait frappé ce consulat pour pouvoir liquider cet officier supérieur qui pourrait être l'un des maîtres à penser, soit du Hamas, ou bien de celui qui les forme, qui leur fournit une certaine logistique, en tout cas le relais entre le Hamas et les gardiens du corps révolutionnaire. Alors, je vous propose de rejoindre en Israël notre correspondant Mathias Inbar, présentateur et rédacteur en chef du magazine Défense à I24, I24. Mathias, bonjour. Que s'est-il passé exactement et comment ça a été vécu par la population en Israël ? Oui, que s'est-il passé ? Eh bien, tout simplement, c'est les gardiens de la révolution iraniens qui ont décidé tout simplement de lancer une attaque depuis leur territoire, également se servir des proxys pour frapper directement Israël. C'est la première fois qu'une attaque d'une telle ampleur a lieu, avec plusieurs centaines de projectiles. On parle de 300 à 350 projectiles, des drones suicides, également des missiles sol-sol, des missiles de croisière, des missiles balistiques. On a pu voir en Israël le résultat de cette attaque avec des missiles balistiques longs de 12 mètres, de plusieurs centaines de kilos d'explosifs. On peut imaginer bien la volonté de l'Iran de s'en prendre à des lieux non seulement militaires mais également civils. La population a été plutôt agréablement surpris parce que il faut savoir qu'après le 7 octobre, elle a été la population était en colère du fait que les renseignements israéliens n'avaient pas vu venir, n'avaient pas su venir et faire face à cette attaque du Hamas. Mais force est de constater que la défense antiaérienne, dont on vante les capacités à chaque round de violence avec le Hamas, eh bien, a su répondre présent et a su surtout être capable d'intercepter, encore une fois, autour de 95-99% des projectiles tirés depuis l'Iran. Et ça, véritablement, c'est une réussite pour Israël. 60% neutralisés, interceptés par Israël, 40% par la coalition internationale. Justement, comment Israël s'est défendu et quels sont finalement les pays qui lui ont prêté main forte ? Oui, vous posez une bonne question parce qu'effectivement, sans la coalition internationale, Israël, et ça ce n'est pas un secret, on le dit, on l'affirme du côté de l'armée israélienne, ne serait-ce que le porte-parole de l'armée israélienne, le contre-amiral Hagari, a bien été clair. C'est-à-dire que la coalition internationale a aidé Israël à intercepter, neutraliser les projectiles venant d'Iran. Et lorsqu'on analyse, eh bien on voit que les États-Unis ont impacté par exemple 80 missiles drones. Les Français, les pilotes français sont intervenus. Les pilotes de la Royal Air Force britannique également. Les pilotes jordaniens également. La Jordanie ne l'affirme pas, ne le confirme pas officiellement, mais selon mes propres sources, les pilotes jordaniens seraient également intervenus pour neutraliser ces drones. Si je peux vous affirmer que si on m'avait dit que des pilotes jordaniens interviendraient dans les airs pour neutraliser les drones suicides en provenance d'Iran en direction d'Israël, j'aurais sans doute interné cette personne dans un hôpital psychiatrique. Or, visiblement, eh bien, c'est ce qui s'est passé. Selon d'autres sources, les Émirats et l'Arabie Saoudite auraient aidé Israël, ou plus exactement la coalition internationale avec des renseignements. Le palais ou les palais démontent. On le sait, du côté des pays arabes, il y a une volonté de participer à ces actions du CENTCOM, du commandement central américain, mais sans trop le faire savoir. Donc le fait que ces pays démontent n'est pas véritablement une surprise. Doit-on s'attendre à une riposte d'Israël et ses alliés ?
Écoutez, ce n'est pas une question de savoir si Israël va répondre, mais quand Israël va répondre. Et je mets au défi n'importe quel pays du continent africain. Ça peut être la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Bénin, le Nigeria. Imaginez-vous être pris pour cible par 300 projectiles dont le but est de tuer, de faire des dégâts, des drones, des missiles sol-sol, des missiles de croisière, des missiles balistiques. Imaginez-vous une seule seconde que la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Bénin, le Cameroun, le Tchad, on pourrait tous les citer, sont pris pour cible. Imaginez-vous une seule seconde que ces pays ne répondent pas et disent non, finalement, il va falloir trouver peut-être des solutions diplomatiques. Alors, bien évidemment qu'il va falloir également des solutions diplomatiques pour contraindre l'Iran à payer un prix au niveau des sanctions, notamment au niveau des sanctions financières, au niveau des sanctions diplomatiques. Mais il nous paraît évident, du côté des experts israéliens, que l'armée israélienne va répondre. Et la vraie question et l'enjeu aujourd'hui, c'est de penser à une réponse qui ne vient pas du ventre, mais plutôt d'une réflexion. Parce que les Iraniens attendent les Israéliens, il faudrait justement du côté d'Israël se servir de l'effet de surprise et de pouvoir frapper les intérêts iraniens soit en Syrie, soit en Iran directement. Et pour cela, il faudrait là également aussi que d'autres acteurs de la coalition internationale puissent aider. Pourquoi pas, alors je pose la question, une aide logistique sans que cela soit aperçu dans les radars, mais de certains pays qui ont aidé Israël à contrer l'attaque iranienne. Le débat est lancé, la question, en tout cas, mérite d'être posée. Merci Mathias Sibnar pour toutes ces précisions. Selon vous, cette attaque avait-elle un objectif meurtrier, comme vient de le dire mon confrère, ou c'était plutôt une démonstration de force des Iraniens? Pas le 300 drones, avec des drones en fait suicides, c'est pas une démonstration de force, c'est une attaque meurtrière. Après, quand même, enfin, la distance entre Israël et l'Iran, c'est 1000 km. Donc déjà, des forces en fait françaises, américaines. Mais ils ont prévenu, en fait, c'est ça que je veux dire. Quand on veut, le 7 octobre, on n'était pas au courant, mais quand ils ont parlé déjà à haute voix de l'intention d'attaquer. Après l'attaque du 7 avril, enfin de... 7 octobre. Pardon, d'avril déjà. Ah oui. Du consulat en fait iranien, il y a eu quand même, il n'y a pas eu de réponse en fait exacte du régime en fait iranien. Après les renseignements ont quand même prévu cette attaque en fait de l'Iran en fait contre Israël et c'est pas une démonstration de force, c'est une attaque en fait, sauf que avec le soutien en fait de la coalition internationale, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, enfin et des alliés aussi arabes, notamment la Jordanie et l'Arabie Saoudite, en fait, Israël a quand même pu contrer en fait 99% de ces drones. Donc, je pense que la distance aussi a été pour quelque chose. En fait. Vous allez abonder dans ce sens, puisque c'est ce que nous disent les Iraniens, que ça a été juste une riposte qui qualifie de légère et de contrôlée. Oh, je ne pense pas. Les armes qui ont été décrites, le nombre quand même, c'est assez énorme. C'est assez énorme. Des armes qui sont tirées, selon les sources israéliennes, depuis 4 pays. L'Iran, l'Irak, la Syrie, le Yémen, ça fait beaucoup. Donc on ne peut pas dire que... Une démonstration de force pour dire que l'Iran aussi peut susciter des frappes depuis des bases militaires différentes, montrer les armes dont l'Iran dispose aujourd'hui, mais quand même ils espéraient des effets, des incidences un peu plus fortes que ce que le résultat. Jusqu'à des morts de civils? Oui, bien sûr. Faire peur, l'objectif. Montrer, continuer à faire peur à la population israélienne que depuis fin octobre, vous n'êtes plus protégés. Voilà, votre État est incapable de vous protéger, l'État est incapable d'anticiper, votre État est incapable de dissuader, et Israël ne dissuade plus, ne fait plus peur dans le Moyen-Orient, donc vous êtes à la merci de vos voisins. Voilà, ben là c'est quand même une victoire pour le président avec le ministre Yoav Gallant de savoir que bon, même si c'est avec l'aide des alliés, que 95 à 99% de toutes ces attaques n'ont pas pu atteindre la population cible. Mais qu'est-ce qu'on sait justement de la puissance militaire et technologique de chacun de ces protagonistes avec ces derniers? Après, il y a la question du nucléaire en fait iranien qui pose débat depuis en fait est-ce que l'Iran a l'arme nucléaire ou non? Mais on sait que l'Iran fournit des drones en fait à la Russie. C'est quand même en fait une puissance militaire enfin dans la région qui soutient aussi le régime en fait de Bachar al-Assad en fait en Syrie. Donc
c'est une puissance militaire en fait, parce que pour pouvoir lancer en fait des centaines de drones en fait contre Israël, ça demande en fait de l'expertise, de la technologie. Et quand on regarde aussi au niveau même scientifique, en fait, on a de nombreux scientifiques iraniens qui travaillent sur les questions en fait de chimie, de physique, en fait d'aéronautique aussi. Donc c'est en fait la technologie en fait est poussée enfin. Mais est-ce que vous allez aussi répondre à cette question sur la puissance militaire et technologique de ces deux pays? On savait, on a toujours dit avant la table du 7 octobre que Tsahal était une armée, en tout cas citée comme une des plus performantes en termes de technologie. Quel est votre regard? Et après, j'aurais savoir si finalement, il n'y a pas un plafond de verre à cause de cette histoire de bombes atomiques. Est-ce qu'il n'y a pas une limite qui s'impose? D'abord, c'est le troisième front qui s'ouvre entre ses principaux alliés. L'Ukraine, la guerre d'Ukraine, le deuxième front Israël-Palestine, et le troisième front qui devrait s'ouvrir depuis, mais bon, qui traîne un peu, le front Israël-Iran, avec les mêmes alliés qui essaient de tester leurs armes, pays par pays interposés, etc., etc. Bon, donc Israël a des armes que, même s'ils n'ont jamais voulu reconnaître officiellement, mais qu'ils ne peuvent pas utiliser aujourd'hui dans ce contexte pareil. Tout comme la Russie ailleurs, c'est dissuasif, ça permet de menacer, mais qu'il est difficile d'utiliser. Donc il y a un plafond de verre. Il y a un plafond de verre, c'est sûr. Personne ne va dépasser, indépassable selon vous? Le président Poutine a beau menacer, jusqu'à là, il n'a pas encore utilisé cette fameuse arme. Donc, je ne pense pas que ce soit l'État d'Israël qui, bien plus, n'a pas eu d'incidence en tant que tel. C'est une victoire pour l'État israélien, c'est une victoire pour la population qui est rassurée, qui sait aujourd'hui qu'il y a eu des erreurs. Certes, ils ont négligé peut-être le renseignement à partir de août, septembre, savoir que des choses se préparaient, des attaques se préparaient, qui ont malheureusement abouti avec plus de 1000 morts, c'est ça bien. Donc, aujourd'hui, la population est plus rassuré. Et je pense que Israël va intervenir, c'est sûr, mais ça sera des frappes ciblées. Ça sera des frappes ciblées. Mais est-ce que finalement ce conflit ne va pas mettre de côté ou entre parenthèses la situation à Gaza ou en Palestine? Ou vous pensez même qu'au contraire ça va raviver les choses? Je pense que ça va accentuer quand on sait que l'Iran apporte son soutien en fait au Hamas en fait. Donc ça va peut-être raviver la question. Et est-ce qu'on n'aurait pas encore jusqu'à aujourd'hui encore des bombardements en fait de la part d'Israël sur la bande de Gaza, sur Gaza. Donc est-ce que je pense que ça va peut-être accentuer encore en fait cette envie de contrer la menace enfin de l'État palestinien. Oh, ça pourrait être l'effet contraire aussi. Israël a presque fini sa guerre en Palestine. 6 mois déjà, des cibles ont été atteintes. Et c'est toujours bon pour le Hamas, l'Hezbollah, le front du Hezbollah libanais, les Houthis au Yémen, de savoir que leur parrain a lancé comme des missiles sur Israël sans pouvoir atteindre ce cible. Ça pourrait les amener quand même à baisser un peu la garde pour savoir que, bon, le parrain se dispose des armes, mais les gens ont eu le temps de se préparer à nouveau, que la cible devient un peu plus difficile à abattre. Et puis les États-Unis, la France, tous ces pays veulent se concentrer un peu sur la crise en Ukraine pour en finir. Donc disperser les fronts avec les élections qui auront lieu aux États-Unis. Bon, quel va décider Trump s'il était élu? Il menace déjà, je n'ai pas financé l'OTAN. Donc, tout le monde a envie de clore un peu cette parenthèse en Ukraine. Donc, Israël a fini pratiquement sa guerre. Je pense que ça pourrait quand même... ça justifie que les États-Unis demandent à Israël de ne pas tenter d'envahir l'Iran. Il faut laisser baisser la garde. Les cibles ont été atteintes, passons à autre chose. Donc, il n'y a pas de risque d'embrasement? C'était la crainte des premières frappes? Déjà, on a les alliés, en fait, les alliés stratégiques. On a vu la France qui a demandé en fait de cesser le feu, qui a appelé en fait à l'apaisement de la situation. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada, en fait, il y a les Nations Unies. Les Nations Unies qui appellent aussi. Donc déjà entrer en confrontation directe avec l'Iran en fait pourrait avoir en fait un effet pervers quoi, avec tous les États en fait musulmans de la région en fait qui se ligueront en fait contre Israël en fait. Mais justement, et ça axe d'embraser en fait la région déjà quand on sait aussi comment dirais-je l'expansion de l'État islamique en fait qu'on n'arrive pas encore à maîtriser en fait. Pas ouvrir en fait un autre front. Mais justement, ces jeux de coalition qui paraissaient clairs ne l'est pas vraiment. Le confrère l'a dit, la Jordanie, ça a surpris le soutien amené à Israël. On parle d'Arabie Saoudite, même si c'est un ennemi, on va dire, de l'Iran. Quelles sont les forces en présence? Qui sont les alliés de chacun? Bon, c'est assez complexe de parler des alliés. Il y a le Qatar qui est un peu plus équilibré maintenant dans ses relations. Il y a le fameux conflit entre chiites et sunnites.
Voilà, donc les chiites et les sunnites sont pratiquement rassurés que Israël a beau être un adversaire qui occupe le territoire palestinien, etc., mais il ne va jamais oser tirer sur l'Arabie saoudite, sur les Émirats arabes unis, etc., etc. Au contraire, il pourrait leur apporter un certain appui en termes de renseignement, en termes de logistique, quand cela a été perçu, quand l'Irak a essayé d'envahir, c'était quoi déjà, la guerre de 90 contre, voilà, quand il y a eu la crise aussi en Syrie également, on a vu la position de l'Arabie saoudite, du Qatar également et d'Israël qui convergeaient. Donc la guerre de leadership entre l'Iran et l'Arabie saoudite demeure depuis la fin des années 70. L'Arabie saoudite tient à s'imposer, à imposer l'islam sunnite. Donc je pense que ce côté-là, même si sur la guerre en Ukraine, les pays de l'OPEP ont pu avoir une posture commune pour pouvoir faire flamber le prix sur les questions économiques, la guerre économique, mais dans cette guerre, quand la position converge à partir des États-Unis et de la Russie. C'est ça. Oui, puisque la Russie et la Chine font bloc derrière Téhéran contre Washington, qui dit avoir apporter un soutien conditionnel à Israël. On a le sentiment que derrière cet affrontement, finalement, il y a d'autres conflits latents. Russie, Amérique, Chine, sino-américain. On a un point qui se déporte, c'était enfin le conflit en fait Ukraine, en fait Russie, un peu les deux blocs, les mêmes blocs en présence depuis la fin en fait de la Deuxième Guerre mondiale, et ça se prolonge en fait aujourd'hui avec l'Iran en fait et Israël en fait qui est du côté du bloc de l'Ouest, en fait l'Iran qui est plus du côté enfin du bloc de l'Est avec la Russie et les BRICS en fait qui soutiennent. C'est vraiment ça en fait, c'est vraiment ce conflit en fait qui couvre. Donc il s'est mondialisé, ce conflit. Il a toujours été mondial, hein, depuis des lustres, au moins depuis 1918. Voilà, donc ça continue. Bon, on verra les tournures que ça va prendre. Hein. On verra les tournures que ça va prendre. Je pense que même si la Chine apporte un certain appui à Téhéran, mais la Chine ne va pas s'engager sur le front militaire. Oui, elle s'engage rarement. Voilà, rarement. Ils attendent 1949 pour faire leur guerre, pour envahir Taïwan, donc ils n'ont pas besoin de disperser leurs forces pour le moment, mais il faut certainement qu'ils donneront ils fourniront certains renseignements, peut-être des armes, mais je pense que ça va s'arrêter là. Mais dans ce rapport de force, finalement, ça va basculer de quel côté? Puisqu'on rentre dans une phase d'incertitude totale. Très bonne question de géopolitique. Très bonne question de géopolitique. Bon, selon diverses études prospectives, à partir de 1924, la Chine et les États-Unis, c'est déjà la parité en termes de pouvoir d'achat. Et qu'autour de 1940, en tout cas 2040 et 2049, la Chine devrait devenir la première puissance mondiale. Donc les États-Unis et leurs alliés, les Five Eyes, etc., se débattent pour pouvoir rester à première place. Bon, on a un certain Trump qui dit que s'il était élu, il ne finirait plus l'OTAN. Or, ne plus financer l'OTAN, ça serait quand même la dislocation de ce bloc-là qui existe depuis 1945, comme celui du pacte de Varsovie a pu se disloquer à partir de 1990. On irait vraiment vers un monde apolaire ou multipolaire, chacun va gérer un peu sa zone. Peut-être que chez nous, ça sera le Nigeria, l'Égypte, toute l'Afrique du Sud. La Chine va gérer son sous-continent, les États-Unis, etc., etc. En attendant vraiment la bataille que tout le monde attend, l'occupation de Taïwan par la Chine. Et ce que cela va entraîner. La perspective. Après, on ne sait pas. On voit il y a les BRICS en fait à prendre en compte, notamment en fait l'Afrique du Sud, l'Inde en fait. Donc c'est assez complexe en fait. Moi, je pense que ça va plutôt pencher vers le bloc de l'Est en fait, parce que on a des économies en fait africaines qui sont en train de se développer. Quand on voit les perspectives en fait pour les 50 en fait 100 années à venir, donc et on le voit un peu en ce moment avec tout ce qui monte au niveau de l'AES, les discours, enfin la pensée critique africaine en fait concernant la politique en fait occidentale. Donc je pense que quand même ça risque en fait de basculer en fait, vu également la puissance économique que représente la Chine. En parlant d'économie, on doit-on craindre finalement une crise énergétique comme on l'a craignait après l'Ukraine, qu'on l'a ressenti, mais avec Israël aussi, on n'a pas ressenti non plus. Personne ne veut de cette crise, en fait, en réalité. Personne n'en veut, parce que bon, tout le monde y gagne quand même. Tout le monde y gagne, c'est une source de revenus pour plusieurs États, la crise énergétique. Personne n'en veut. Voilà. Du moins, certains cherchent une telle crise en termes de guerre économique pour pouvoir faire monter les prix et puis tirer les bénéfices qu'il faut. Voilà, on a vu tout de suite les alliés historiques des États-Unis s'aligner sur la position russe pour pouvoir augmenter faire monter le prix du baril pour avoir les bénéfices. Mais vous dites que cette crise pourrait peut-être profiter à certains. À qui?
Quels seront les ceux qui sont les grands bénéficiaires? producteurs, oui, ceux qui sont les grands producteurs. Et ceux qui n'en produisent pas vont subir le prix, comme le choc pétrolier des années 70. Voilà. Un dernier mot. Oui, c'est peut-être pour ça qu'on voit en fait que l'Union européenne, en fait, tous les pays du bloc en fait, de l'Ouest appellent quand même à mettre encore de nouvelles sanctions en fait, économiques contre l'Iran. En fait. Donc il faut vraiment affaiblir en fait, ce bloc-là pour ne pas en fait, monter avec une autre puissance en fait, militaire au regard de cette attaque en fait, qui a eu lieu quand l'Iran va redevenir au cœur des débats. Oui, mais je pense que la cible israélienne, ça sera les champs iraniens de préparation de l'arme nucléaire. C'est ça. Voilà, une occasion, on a été attaqué, donc on a le droit de riposter. Je pense que ça sera leur cible privilégiée. Soit les scientifiques, comme il disait, qui y travaillent, soit alors le site lui-même de préparation de l'enrichissement de l'uranium. Mais c'est pas risqué que là aussi, il y ait des représailles de la part des Iraniens ou de leurs alliés respectifs les uns et les autres à chaque fois. Je pense qu'on verra d'abord si Israël en fait réagit. Et après, il va falloir s'attendre aussi à des représailles en fait, de l'Iran, soit de manière indirecte, soit de façon directe, comme on l'a vu en fait, récemment. Mais il va falloir en fait, mesurer en fait, la prochaine en fait, riposte d'Israël. Est-ce que ce serait une attaque indirecte? Est-ce que ce serait une attaque en fait, directe sur le terrain? Et de quelle ampleur? Et de quelle ampleur en fait? Donc comme il a dit le confrère, c'est pas si, mais quand Israël va frapper. Donc on aura l'occasion de revenir dessus, malheureusement, parce qu'on parle de géopolitique, mais n'oublions pas qu'il y a toujours des êtres humains derrière tous ces chiffres qu'on annonce et des dégâts colossaux. Merci infiniment pour cet échange. Merci à vous pour votre attention et restez bien sûr sur la première chaîne.